Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons débuter un nouveau chapitre du programme de français, une nouvelle séquence qui répondra à la problématique « Y a-t-il de bonnes raisons de parler de soi ?» Pour cela, dans une première séance, nous travaillerons sur l'autobiographie. Je vous proposerai une définition et des critères pour reconnaître le texte autobiographique. Nous mènerons une lecture du début d'une œuvre autobiographique, puis nous ferons l'analyse littéraire en appliquant les critères donnés dans la définition. Vous devrez ensuite compléter un QCM sur Pronote. Voici donc notre séquence 3, y a-t-il de bonnes raisons d'écrire sur soi? L'objectif étant de produire une réponse argumentée à la problématique. Donc progressivement, vous allez découvrir des hypothèses et des arguments qui ont pour but de répondre à la question « Y a-t-il de bonnes raisons d'écrire sur soi ?» Dans une séance 1, nous répondrons à la question « Qu'est-ce qu'une autobiographie ?» Donc nous allons découvrir les critères du récit autobiographique en menant une première définition. Activité 1, définition. Le mot autobiographie est composé en 3 parties, auto, bio et graphie. Auto signifie soi-même, bio vient du grec bios qui signifie la vie, comme dans biologie, et graphie de graphein qui veut dire l'écriture. On peut donc dire que l'autobiographie est le récit qu'une personne réelle fait de sa propre existence. En ce sens, dans un récit autobiographique, ce sera le seul type de récit où l'auteur, le narrateur, le personnage et le pronom « je » désignent une seule et unique personne. L'auteur, la personne qui écrit, est le narrateur, l'instance qui raconte l'histoire, et est aussi le personnage, c'est-à-dire la maître qui va agir dans le récit. En ce sens, nous trouverons une alternance entre le récit de la vie passée et des analyses de soi. Puisque l'auteur revient sur ses souvenirs passés, il est capable de tirer des conclusions, des analyses sur ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Ainsi, nous verrons apparaître 2 temporalités, 2 moments différents dans l'écriture. Le passé du souvenir, qui sera généralement transcrit avec les temps du récit au passé que sont le passé simple et l'imparfait, et le présent de l'écriture, qui sera exprimé par un présent d'énonciation. Si vous avez des doutes sur ce qu'est le présent d'énonciation, je vous invite à revoir la vidéo ou à reprendre le cours sur les valeurs du présent. Et donc, dans l'autobiographie, nous allons trouver un effort de mémoire qui va se traduire par le champ lexical du souvenir, qui sera très présent, mais aussi une promesse de sincérité. L'auteur s'engage à écrire avec franchise et honnêteté, donc nous retrouverons aussi ce champ lexical. Au début des œuvres autobiographiques, nous trouvons souvent ce qu'on appelle un pacte autobiographique. Il s'agit du pacte qu'un auteur va faire avec son lecteur pour construire la relation de confiance. Ce pacte apparaît soit au tout début d'une œuvre autobiographique, soit dans le paratexte. Le paratexte, c'est l'ensemble des informations qui sont données, mais qui ne sont pas écrites par l'auteur. Par exemple, lorsqu'un éditeur publie un texte, il peut donner des informations sur l'auteur, ou alors, quand un professeur met en page un texte, il peut aussi, lui, vous apporter des informations sur l'auteur qui vous permettent de mieux comprendre ce texte. À présent, faites pause dans la vidéo afin de recopier ce schéma. Et nous allons passer à la suite. Activité 2. Le début d'une œuvre autobiographique. Nous allons donc mener le début d'une lecture qui porte sur un texte de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle Les Confessions. Ce texte se situe dans le préambule, qui est l'équivalent d'une préface, et a été rédigé par Jean-Jacques Rousseau lui-même. Je mène la lecture. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si
Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle le voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement: voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. Rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose: je fus meilleur que cet homme-là. Si vous avez besoin d'indications concernant le vocabulaire, ouvrez le document qui a été déposé sur Pronote. Vous trouverez en bas de page les notes relatives à ce texte. Nous allons donc essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi peut-on dire que dans cet extrait, Rousseau fait un pacte avec son lecteur? Notez donc le titre de l'activité 2 ainsi que cette question. Je vais vous proposer des indices afin de répondre à la question. Donc, j'ai surligné les éléments qui peuvent vous donner des indices pour formuler les moyens qu'utilise Rousseau pour construire un pacte entre lui et son lecteur. Vous voyez apparaître en jaune le fait qu'il choisisse de s'utiliser lui-même comme exemple et qu'il choisisse de dire la vérité. Un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi. En rose apparaît le fait que, en lisant son livre des Confessions, nous sommes en capacité de juger l'homme. Et donc, pour pouvoir juger Rousseau, il faut avoir lu son livre. C'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. En vert, le livre apparaît comme le recueil de toute la vie de Rousseau. Il est comme une preuve qu'il présenterait face à un procès. Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. De plus, vous voyez apparaître en bleu 2 références religieuses. La trompette du jugement dernier, qui est le moment dans la religion chrétienne où l'âme du défunt est jugée, et l'utilisation de l'impératif deuxième personne rassemble autour de moi. Ici, Rousseau s'adresse directement à Dieu et lui demande de rassembler autour de lui tous les semblables, c'est-à-dire tous les hommes, pour qu'ils puissent juger ses actes et ce qu'il a été. Voici des indices qui ont pour but de vous amener à répondre à la question: pourquoi peut-on dire que dans cet extrait, Rousseau fait un pacte avec son lecteur? Appuyez-vous donc sur ces éléments, faites pause dans la vidéo et rédigez votre réponse au crayon. Voici une correction. Jean-Jacques Rousseau formule dans ce préambule un pacte de sincérité avec son lecteur puisqu'il veut se présenter dans toute la vérité de la nature. Il lui demande de le juger après avoir lu son livre. On ne peut me juger qu'après m'avoir lu. Il va donc se confesser, comme s'il se présentait à Dieu le jour de sa mort. En effet, Rousseau choisit pour titre de son autobiographie les Confessions. Donc il vient se confesser, dévoiler à la face des hommes ce qu'il a été et ce qu'il a fait. Faites pause dans la vidéo afin de recopier cette correction et nous allons passer à l'activité 3. Dans cette activité, nous mènerons la lecture d'un autre passage des Confessions, donc d'un autre passage du récit autobiographique que Rousseau a écrit. Voici le texte, je vais procéder à sa lecture, puis vous ferez le résumé de ce passage. Ce texte est quelque peu compliqué, donc prenez le temps de bien le relire personnellement. Il est disponible sur Pronote si vous voulez le relire directement sur votre ordinateur. J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis sécher à la plaque les peignes de mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s'en trouva un dont tout un côté de dent était brisé. À qui s'en prendre de ce dégât? Personne autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge. Je nie d'avoir touché le peigne. Monsieur et mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me pressent, me menacent. Je persiste avec opiniâtreté. Mais la conviction était trop forte, elle l'emporta sur toutes mes protestations. Quoique ce fût la première fois qu'on m'eût trouvé tant d'audace à mentir. La chose fut prise au sérieux, elle méritait de l'être.
la méchanceté, le mensonge, l'obstination parurent également dignes de punition. Mais pour le coup, ce ne fut pas par mademoiselle Lambercier qu'elle me fut infligée. On écrivit à mon oncle Bernard, il vint. Mon pauvre cousin était chargé d'un autre délit non moins grave. Nous fûmes enveloppés dans la même exécution. Elle fut terrible. On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le plus affreux, je fus inébranlable. J'aurais souffert la mort et j'y étais résolu. Il fallut que la force même cédât au diabolique entêtement d'un enfant, car on n'appela pas autrement ma constance. Enfin, je sortis de cette cruelle épreuve en pièces, mais triomphant. Il y a maintenant près de 50 ans de cette aventure, et je n'ai pas peur d'être puni derechef pour le même fait. Eh bien, je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que je n'avais ni cassé ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque, et que je n'y avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas comment le dégât se fit, je l'ignore, et ne le puis comprendre. Ce que je sais très certainement, c'est que j'en étais innocent. Qu'on se figure un caractère timide et docile dans la vie ordinaire, mais ardent, fier, indomptable dans les passions. Un enfant toujours gouverné par la voie de la raison, toujours traité avec douceur, équité, complaisance, qui n'avait pas même l'idée de l'injustice, et qui pour la première fois en éprouve une si terrible, de la part précisément des gens qu'il chérit et qui respecte le plus. Quel renversement d'idées, quel désordre de sentiments, quel bouleversement dans son cœur, dans sa cervelle, dans son tout petit être intelligent et moral. Je dis qu'on s'imagine tout cela, s'il est possible, car pour moi, je ne me sens pas capable de démêler, de suivre la moindre trace de ce qui se passait alors en moi. Je n'avais pas encore assez de raison pour sentir combien les apparences me condamnaient, et pour me mettre à la place des autres. Je me tenais à la mienne, et tout ce que je sentais, c'était la rigueur d'un châtiment effroyable pour un crime que je n'avais pas commis. La douleur du corps, quoique vive, m'était peu sensible. Je ne sentais que l'indignation, la rage, le désespoir. Je sens, en écrivant ceci, que mon pouls s'élève encore. Ces moments me seront toujours présents quand je vivrai 100 000 ans. Ce premier sentiment de la violence et de l'injustice est resté si profondément gravé dans mon âme que toutes les idées qui s'y rapportent me rendent ma première émotion. Et ce sentiment relatif à moi dans son origine a pris une telle consistance en lui-même et s'est tellement détaché de tout intérêt personnel que mon cœur s'enflamme au spectacle ou au récit de toute action injuste, quel qu'en soit l'objet, et en quelque lieu qu'elle se commette, comme si l'effet en retombait sur moi, quand je lis les cruautés d'un tyran féroce, les subtiles noirceurs d'un fourbre de prêtre. Je partirais volontiers pour aller poignarder ces misérables, dussé-je sans foi y périr. Je me suis souvent mis en nage à poursuivre la course ou à coups de pierre un coq, une vache, un chien, un animal que je voyais en tourmenter un autre, uniquement parce qu'il se sentait le plus fort. Ce mouvement peut m'être naturel, et je crois qu'il l'est. Mais le souvenir profond de la première injustice que j'ai soufferte y fut trop longtemps et trop fortement lié pour ne l'avoir pas beaucoup renforcé. À présent, faites pause dans la vidéo et résumez le passage que je viens de vous lire. Voici la correction. Dans ce texte, Rousseau raconte un souvenir d'enfance. Alors que les peignes de sa gouvernante séchaient dans la cuisine, l'un d'entre eux s'est brisé. Puisqu'il était le seul dans la pièce, il a été accusé. Mais il n'a rien avoué, car il était innocent. Il a été battu, à la fois pour le forcer à avouer et pour le punir. Le souvenir de cette injustice l'émeut encore aujourd'hui. À présent, nous allons pouvoir travailler sur les caractéristiques de l'autobiographie dans ce texte, afin de prouver que cet extrait est une autobiographie. Pour rappel, il vous a été donné l'ensemble des caractéristiques de l'autobiographie, à savoir le fait que le narrateur, l'auteur, le personnage sont une seule et même personne et que s'expriment à travers le pronom « je ». Dans une autobiographie, alternent moments de récit du souvenir passé et moments d'analyse de soi. On trouve donc deux temporalités, les temps du passé et le présent. S'y mêlent aussi le champ lexical du souvenir et le champ lexical de la sincérité. Donc vont apparaître, dans des couleurs différentes, les indices qui peuvent vous aider à formuler une réponse développée à la question. En jaune, vous voyez apparaître les preuves d'une identité
entre l'auteur, le narrateur, le personnage. Tout d'abord, j'étudie, marque la première personne du singulier, puis le fait que Mademoiselle Lambercier et l'oncle Bernard soient identifiés et soient des personnages réels. Dans sa vie, Rousseau a réellement été placé par son oncle Bernard chez les Lambercier pour y devenir apprenti horloger. Dans cet extrait, alterne récit et analyse. On le voit ici. Les passages surlignés en rose sont des moments de récit de la punition, alors qu'est souligné le moment d'analyse du sentiment. J'aurais souffert la mort, j'y étais résolu. Donc l'auteur raconte son souvenir de la punition, et il y mêle aussi une analyse. Il y a maintenant près de 50 ans de cette aventure, et je n'ai pas peur des rechefs, d'être puni pour le même fait, etc. On voit donc apparaître deux temporalités. Voyez que sont surlignés les verbes conjugués en vert, et sont soulignés les deux verbes conjugués au présent. Donc on retrouve bien un présent d'énonciation. Je sens en écrivant ceci que mon pouls s'élève encore. Donc c'est bien le moment d'écriture. Au moment où Rousseau est devant sa table en train d'écrire son autobiographie, il ressent son cœur s'accélérer, son pouls qui s'élève. Alors que les verbes qui permettent de raconter l'acte passé sont eux conjugués à l'imparfait. La douleur du corps, quoique vive, m'était peu sensible. Je ne sentais que l'indignation, la rage, le désespoir. Donc se mêlent deux temporalités, celle du récit du souvenir et celle du moment de l'analyse au présent d'énonciation. Ensuite, nous pouvons aussi observer deux champs lexicaux. En rose, le champ lexical de la sincérité qui montre que l'auteur veut être sincère avec son lecteur. Ce que je sais très certainement, c'est que j'en étais innocent. Je persiste avec opiniâtreté. Et le fait que le champ lexical du souvenir soit présent réaffirme le fait que Rousseau est en train de nous raconter quelque chose qui a été vécu dans son passé. Ces moments sont gravés dans mon âme, le souvenir profond, etc. Donc, maintenant que vous avez repéré avec moi l'ensemble des éléments qui peuvent prouver que ce récit est un texte autobiographique, il va s'agir de rédiger une réponse. Pour cela, reprenez chacune des caractéristiques et prouvez qu'elles s'appliquent bien au texte. Vous pouvez faire pause dans la vidéo ou revenir en arrière pour revenir sur certaines caractéristiques. Une fois que vous aurez répondu à la question, prenez en photo votre travail, puis envoyez-le à l'adresse mail indiquée daras.garros@laposte.net. Faites pause dans la vidéo. La séance est à présent terminée. N'oubliez pas de réaliser le QCM sur Pronote. Au revoir.